Bonjour à toutes et à tous. La question du jour, elle nous concerne tous, vraiment. Pourquoi est-ce que les soins de santé coûtent si cher et surtout, pourquoi est-ce que ça n'arrête pas d'augmenter? Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce défi immense qui se cache derrière nos dépenses de santé. Et pour commencer, posons-nous la question qui fâche. La santé, on en entend parler tout le temps, non? Dans les débats politiques, à la machine à café, au repas de famille, c'est un sujet omniprésent. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça crée autant de tensions tout le temps? Eh bien, la réponse est simple et compliquée à la fois. C'est parce qu'on est coincé dans un dilemme permanent. D'un côté, on veut tous, et c'est bien normal, les meilleurs soins possibles. De l'autre, il y a la réalité du portefeuille, du budget. C'est cet équilibre impossible entre le soin idéal et les ressources limitées qui est au cœur de tout. Et c'est justement cette tension qu'on va explorer. Alors, première partie, on va essayer de comprendre pourquoi, au fond, la santé a un prix, et pourquoi ce prix semble inévitable. Et attention, qu'on soit bien clair, ce n'est pas un problème propre à un seul pays. Non, c'est une tendance mondiale, une véritable vague de fond. Que l'on regarde n'importe où sur la planète, la courbe des dépenses de santé, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. C'est un vrai casse-tête pour tous les gouvernements. Mais alors, d'où vient cette inflation? Qu'est-ce qui pousse les coûts vers le haut comme ça? En gros, il y a 3 grands moteurs. Le premier, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'accès aux soins s'est généralisé. Plus de gens sont soignés. Super. Deuxièmement, le progrès technique. C'est génial, on a des traitements de plus en plus pointus, mais ils coûtent aussi de plus en plus cher. Et enfin, le troisième facteur, c'est nous. On vit plus vieux, et qui dit vie plus longue, dit aussi plus de maladies chroniques à gérer. Bon, face à un tel défi, il a bien fallu créer des outils pour y réfléchir. C'est là qu'intervient une discipline bien particulière. C'est ce qu'on appelle l'économie de la santé. Et là, attention, petite précision super importante, le but, ce n'est absolument pas de mettre un prix sur une vie humaine. Surtout pas. L'idée, c'est plutôt de répondre à une question très pragmatique. Comment on fait pour répartir des ressources qui sont par définition limitées pour répondre à des besoins de santé qui, eux, sont quasiment infinis? Bref, comment faire les meilleurs choix possibles avec l'argent qu'on a? Et pour analyser tout ça, les économistes ont en quelque sorte 2 paires de lunettes. D'abord, la vue macroéconomique. C'est comme si on regardait la forêt depuis un hélicoptère. On s'intéresse au système dans son ensemble. Est-ce qu'il est juste? Est-ce que tout le monde y a accès? Et puis, il y a la vue microéconomique. Là, on descend au pied des arbres. On regarde des décisions individuelles. Pourquoi ce médecin choisit ce médicament? Pourquoi ce patient va chez le docteur aujourd'hui et pas hier? C'est crucial de comprendre ces 2 échelles. Maintenant qu'on a posé le cadre, voyons un peu les outils. Comment, concrètement, est-ce qu'on prend ces décisions si difficiles? Oui, c'est vraiment la question qui tue, parfois au sens littéral. Prenons un exemple. Un nouveau médicament miracle contre une maladie grave arrive sur le marché. Il sauve des vies, c'est prouvé. Problème, il coûte une fortune. Alors que fait-on? Est-ce qu'on le rembourse pour tout le monde? Pour ça, on ne peut pas juste se fier à son instinct. Non, on utilise une vraie boîte à outils d'analyse. Par exemple, l'analyse coût-bénéfice. C'est un peu la méthode radicale. On essaie de tout convertir en argent pour voir si le jeu en vaut la chandelle. C'est assez rare. Ce qu'on voit plus souvent, c'est l'analyse coût-efficacité. Là, on compare le prix d'un traitement avec son résultat concret. Par exemple, le nombre d'années de vie en plus, c'est déjà plus parlant. Encore un cran au-dessus, on a le coût d'utilité qui prend en compte non seulement la durée de vie gagnée, mais aussi la qualité de cette vie. Et puis, bien sûr, il y a la plus évidente, la coût-minimisation. Si 2 médicaments font exactement la même chose, eh bien, on prend le moins cher. Ok, on a vu les outils. Mais qui sont les joueurs dans cette grande partie? Qui compose vraiment ce qu'on appelle le système de santé? L'erreur, c'est de voir le système de santé comme un seul bloc. En réalité, c'est plutôt une grande pièce de théâtre, avec plein d'acteurs différents sur scène. Et le truc, c'est que chacun a son propre rôle et ses propres motivations. Premièrement, on a ceux qui sont sur le terrain, en première ligne, les fournisseurs de soins. C'est-à-dire les médecins, les infirmières, les pharmaciens, mais aussi les hôpitaux, les cliniques, bref, tous ceux qui soignent directement. Ensuite, il y a ceux qui sont un peu en coulisses. Les producteurs, les laboratoires pharmaceutiques, qui fabriquent les médicaments, par exemple, et bien sûr, les financeurs, ceux qui payent l'addition. On pense bien sûr à la sécurité sociale, mais aussi à l'État, qui lui est un peu l'arbitre qui fixe les règles du jeu pour tout le monde. Et enfin, on arrive à l'acteur principal, celui pour qui tout ce système existe, le patient. Nous, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une double casquette. On est à la fois celui qui reçoit les soins et celui qui, via nos impôts et nos cotisations, aide à payer la note. Et c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Parce que se passe-t-il quand on met tous ces acteurs, avec leurs intérêts différents, dans la même pièce? Eh bien, c'est là que le bas blesse. Le problème fondamental, le cœur du réacteur, c'est que tout le monde ne rame pas forcément dans la même direction. Chaque acteur a son propre objectif et ces objectifs peuvent entrer en conflit. C'est ça qui crée des frictions constantes dans le système. Prenons le patient.
Son point de vue est simple et tout à fait légitime. Je veux les meilleurs soins possibles, tout de suite, et si possible, sans me ruiner. La priorité, c'est la santé. Point. Maintenant, le médecin. Lui, il est un peu pris entre deux feux. D'un côté, il veut évidemment le meilleur pour son patient. Mais de l'autre, il doit aussi faire tourner son cabinet, gérer les contraintes économiques. Il est constamment en train de jongler. Passons à l'industrie pharmaceutique. Son objectif, c'est de faire du profit. On peut le critiquer, mais il faut aussi comprendre que c'est ce profit qui finance la recherche et le développement. Sans bénéfice, pas d'argent pour trouver les médicaments de demain. C'est un vrai paradoxe. Et pour finir, l'État. Son rôle, c'est celui de l'arbitre, du grand équilibriste. Il doit s'assurer que le système est juste pour tout le monde, que personne n'est laissé sur le carreau, tout en évitant que les dépenses publiques n'explosent. C'est un numéro de haute voltige en permanence. Au final, tout nous ramène à cette question. Cette question vertigineuse qui se cache derrière chaque décision. Dans un monde où l'argent n'est pas infini, combien vaut une vie ? Il n'y a pas de bonne réponse, bien sûr, mais chaque décision politique, chaque budget de la santé est une tentative d'y répondre. Et c'est une question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse tous un peu.